Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir et bienvenue au journal sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité, encore un Français kidnappé à l'extrême nord Cameroun. Le père Georges Van der Bush a été enlevé par des ravisseurs dont l'identité reste jusqu'ici inconnue. Des sources parlent de la secte islamiste Boko Haram. Un tribunal, pas comme les autres, le Conseil national de la communication où des journalistes ont été appelés à comparaître. Il leur est reproché l'atteinte à l'éthique et à la déontologie. Ce que recusent ces patrons de presse qui évoquent également les mesures illégitimes du Conseil national de la communication, désormais appuyé par le MINAT, une mesure critiquée par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Madame, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour les détails. Une fois encore, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Encore une histoire d'enlèvement de Français au Cameroun. Le père Georges Van der Bush, selon des sources, a été kidnappé par des ravisseurs à l'extrême nord du Cameroun. Le prêtre de l'église catholique de la paroisse Ngutchewe dans le Mayo-Tanaga a été enlevé il y a 2 jours. Retour sur le film de cet enlèvement avec Fénelon Maoussen. L'affaire fait déjà grand bruit dans les médias, notamment en France. D'après des sources, le père Georges Van der Bush a été kidnappé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à l'extrême nord du Cameroun. Le coup, des langues l'attribuent à la secte islamiste Boko Haram. Le témoignage des sœurs de la paroisse catholique de Ngutchewe dans le département du Mayo-Tanaga, rapporté par le quotidien camerounais Mutation, révèle que des individus s'exprimant en anglais et en haoussa ont fait irruption à la paroisse aux environs de 23 h mercredi dernier et ont tenu en respect et le prêtre et les religieuses. Des témoins racontent également que les ravisseurs ont passé au peigne fin le presbytère, cherchant sans succès de l'argent, et que ce sont les cris du voisinage, alertés par les sœurs en détresse, qui vont pousser les assaillants à fondre dans la nature par les mains vides. Ils emporteront dans leur opération le prêtre français Georges Van der Bush, qui totalise seulement 2 années de service à la paroisse Ngutchewe, située à une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Cet enlèvement intervient quelques mois seulement après celui de la famille française Moulin-Fournier à Dabanga au Cameroun, à la lisière de la frontière avec le Nigeria. Ces touristes, on se souvient, avaient été libérés à la suite de négociations 2 mois après leur kidnapping au mois de février de cette année. Paul Biya a poursuivi ce vendredi sa visite de travail à Douala, la capitale économique. Et ce jour, le président de la République a inauguré l'usine de traitement de gaz du côté de Dokpassi. Paul Biya qui était sur ce site alors que le collectif des familles victimes d'expropriation dans le cadre de ce projet continue de crier à l'injustice. Elles soutiennent une fois de plus que leurs biens ont été sous-évalués et demandent au chef de l'État d'user de son pouvoir pour les rétablir dans le droit. Dani Warenzede et Flotte Bensi. La centrale à gaz de Logbaba se porte bien. Pourtant, les familles qui occupaient ce site il y a quelque temps sont en larmes. 104 familles ont été expropriées de cet espace et indemnisées seulement à hauteur d'1 milliard et un peu plus de 300 millions de francs CFA. Une indemnisation qui est loin de refléter les investissements que les propriétaires avaient engagés sur le site de la centrale à gaz. Toutes les familles qui résidaient ici ont déguerpi des lieux, sauf une qui n'a pu trouver refuge ailleurs. La famille qui est encore sur le site aujourd'hui, la famille Nami. La famille Nami a conçu en matériaux provisoires, a perçu dans les 560 000 francs pour l'indemnisation de la maison et 800 000 francs pour le terrain, un terrain de près de 200 mètres carrés. Mais imaginez-vous, est-ce que 1 360 000 francs pour reconstituer ailleurs leurs biens qu'ils avaient? Les expropriés pour cause d'utilité publique en vue de la centrale à gaz de Logbaba multiplient des correspondances qu'ils adressent au pouvoir public pour demander une revalorisation de l'enveloppe d'indemnisation. Quand nous essayons de faire une comparaison avec ce qui s'est passé à Lompanga, nous sommes délaissés pour compte. Et nous croyons que le chef de l'État peut faire marche arrière et regarder notre dossier. Parce que même là où le chef de l'État va s'asseoir à la tribune, ce duplex
qui va l'accueillir, c'est mon domicile à moi. Et ça me fait de la peine que l'on m'a poussé dehors sans toutefois me donner en compensation de ce que j'attendais. On nous donne 15 000 francs pour acheter un terrain titré, alors qu'à Yassa, le terrain est à plus de 35 000 francs le mètre carré. Les familles victimes d'expropriation en vue du projet gazier de Lokbaba gardent de la foi selon laquelle Paul Biya pourra les rétablir dans leurs droits s'il le veut. 1 million de mètres cubes par jour attendus de l'exploitation de cette usine de traitement à gaz. Selon des prévisions, l'État du Cameroun, bien que actionnaire minoritaire, pourrait tout de même engranger des recettes de l'ordre de 75 milliards de francs CFA d'impôts et de redevances chaque année. Les travaux de ce complexe inauguré ce jour par Paul Biya ont été lancés en 2011. Jean-Paul Chouniat. Lokbaba, site qui abrite désormais l'un des importants champs gaziers du Cameroun, dans la capitale économique, Douala. Aujourd'hui, c'est un complexe industriel qui se dresse ici sous l'appellation de centrale à gaz de Lokbaba, un quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Selon des études menées il y a quelques années, le sous-sol de Lokbaba regorge 2 puits d'hydrocarbures à une capacité d'exploitation de 1 million de mètres cubes par jour. Production promoteuse qui a amené le président de la République à signer en mai 2011 un décret autorisant l'exploitation de cet important champ gazier. Un produit qui va résorber les coûts plus intempestifs d'énergie électrique, rassure Jonathan Fritz Barrett, directeur général de Rodeo Development, filiale opérationnelle de Victoria Oil Gas au Cameroun. Le gaz extrait des profondeurs de Lokbaba pourra surtout remplacer des combustibles comme du gazoil et contribuer à une meilleure protection de l'environnement. Une fois la centrale à gaz de Lokbaba opérationnelle, les retombées annuelles pour le Cameroun représentent 75 milliards de francs CFA, de l'argent frais versé dans les caisses de l'État à titre de redevances et impôts. Les experts tablent sur 100 milliards de francs CFA d'économie pour le Cameroun si le plan de commercialisation mis en place s'avérait efficace. Le complexe industriel de Lokbaba est un investissement de 45 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat secteur public-secteur privé avec 57% de part pour le principal actionnaire, Victoria Oil Gas, 38% d'investissement pour RSM Production Corporation et 5% pour l'État du Cameroun par le biais de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 6 personnes au lieu dit Kambo, quartier Nyala, c'est à Douala, les populations continuent de vivre dans la peur. Les autorités administratives promettent de déguerpir ces occupants de cette zone alors que ces derniers ne savent pas où se trouver un abri. Dani Warenzede et Aïsirel. Voici ce qui reste des 2 maisons englouties suite à l'éboulement causé par la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala. Depuis le drame qui a coûté la vie à une demi-douzaine de personnes, une psychose s'est emparée de la population. On a toujours peur parce qu'on se dit toujours que si il pleut, il y aura toujours le climat parce que vous-même vous voyez comment la terre est toujours cassée, donc on a toujours peur. Le lieu du sinistre, au quartier Kambo, par Nyala, est une ancienne décharge d'une société brassicole de la place. Selon des témoignages, le sous-préfet de Douala 3e et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, descendus sur les lieux, auraient promis de déguerpir purement et simplement les occupants de cette zone. Mais ce sont des populations qui ne savent à quel sens se vouer. Paul Biya a promis tout, puisqu'il y a les trucs sociaux. Et quand on parle de 17 millions, quand on parle de trucs sociaux, il faut mettre ça au niveau du Cameroun moyen. On peut dire qu'une maison à 4 millions. Pour un monsieur qui touche même 30 000 ou 40 000, qui peut cotiser 15 000 francs pendant peut-être 10 ans, ça lui donne l'occasion de payer une maison à ce niveau. À Kambo, par Nyala, les populations continuent d'avoir peur. Un autre drame n'est pas exclu ici, en cas de nouvelles pluies, dans la ville de Douala. Un accident de la circulation est survenu à l'entrée de la ville de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun. Il y a quelques jours, un camion transportant du gravier a perdu le contrôle en voulant esquiver un malade mental. Jérôme Nassissobzé.
Ce camion appartenant à la société Razel, parti du département du Mbamenoubou dans la région du centre, a fini sa course jeudi dernier à l'entrée de la ville de Bafoussam. La cause de l'accident serait due selon des témoins à un malade mental qui se serait retrouvé en pleine chaussée, obligeant le conducteur du véhicule à l'esquiver avant de se retrouver dans ce ravin. On a vu comment le fou a tapé la poitrine du monsieur qui est là, son petit frère. Quand lui voulait traverser en fuyant, il y a un camion qui descendait alors. Lui, il a fui maintenant le camion. Le camion l'a esquivé, il venait de ce côté. Pendant ce temps, le fou voulait traverser la route, il a tendu les bras. Lui, il a esquivé maintenant le fou, il est venu entrer là. Ce camion qui transportait du gravier a dans sa course détruit plusieurs poteaux électriques. Plus de peur que de mal, le conducteur s'en sort sain et sauf. On a poursuivi maintenant, cherché d'abord à sauver le chauffeur. Pendant ce temps, comme le chauffeur n'était pas blessé, il a ouvert plutôt la cabine, la portière. Oui, il est sorti plutôt du côté du haut nu-pied, il n'a pas de chaussures. Oui, il est sorti. Voilà, c'est pendant ce temps, on l'a couché à terre. On a même cherché à le réanimer. Il a dit que non, je ne me sens pas mal, mais c'est la ceinture de sécurité qui m'a sauvegardé. Il ne se passe plus une seule semaine dans la ville de Bafoussam sans qu'on ne parle d'un accident de circulation survenu sur les routes. Reparlons de cette cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement de gaz dans la ville de Douala, une cérémonie présidée ce vendredi par le chef de l'État, Paul Biya. Mais on a également appris que le gaz naturel qui sera exploité dans cette centrale à gaz ne peut être utilisé dans les ménages. C'est un gaz consacré uniquement à l'exploitation industrielle du fait de sa richesse en méthane. C'est une affirmation des responsables de la société en charge de l'exploitation. Les opérateurs économiques qui saluent cette initiative voient ainsi combler leurs besoins en énergie. Sylvestre Hippolyte Zangao. L'unité de traitement de gaz de Ndokbashi dans l'arrondissement de Douala 3e, département du Bouri, région du littoral. Le président Paul Biya vient donc ainsi de déclarer ouverte la première production onshore de gaz naturel au Cameroun. L'exploitation de ce champ gazier va permettre la croissance du développement industriel et l'investissement en raison de la fiabilité de l'énergie propre qui génère la croissance sans les contraintes d'approvisionnement. Cependant, à la question de savoir si le gaz naturel exploité à la centrale de Ndokbashi sera utilisé dans les ménages, les experts affirment que cela n'est pas envisageable. C'est du méthane, CH4, en grande quantité, 98%. Okay? C'est du gaz qui est destiné aux industries seulement. Les opérateurs économiques saluent la probable fin du calvaire lié au problème d'énergie au Cameroun. Nous avons là une extraordinaire opportunité de valoriser cette ressource naturelle. Mais mieux encore, parce qu'aujourd'hui il y a un déficit énergétique qui pose problème à l'industrialisation de notre pays. Un projet comme celui-là est une réponse appropriée en ce moment où tout est fait pour que d'ici 4 à 5 ans, la question de l'énergie ne soit plus un problème dans notre pays. Donc il s'agit d'une solution alternative pour toutes les entreprises qui sont des grandes consommatrices d'énergie. Des opportunités se dessinent notamment dans le secteur social, avec la création de 130 emplois à temps plein. Nous espérons que nos enfants seront recrutés et que cela leur permettra, n'est-ce pas, d'élever leur standard de vie. Les installations de la centrale à gaz de Ndokbashi, qui sont opérationnelles depuis janvier 2012, fournissent environ 2 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour à 18 industries dans la zone industrielle de Bassa, à Douala. Des directeurs de publication au tribunal, un tribunal pas comme les autres, qu'il s'agit du Conseil national de la communication. Il aurait reproché la violation des règles éthiques et déontologiques à travers leurs publications, ce que les patrons de presse recusent en dénonçant les méthodes du CNC qu'ils jugent illégitimes. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Comme au tribunal, les directeurs de publication ont répondu à la convocation du Conseil national de la communication. L'anecdote, Pile ou Face et Ouest Littoral sont les principaux titres dont les promoteurs ont été appelés à s'expliquer, notamment sur le contenu de certaines de leurs publications. On m'accuse ici d'avoir dit que le régime qui a nommé M. Befa est un régime qui sert à Satan. Ce n'était que l'image que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que toute l'organisation du pays ici est sur la base du satanisme, c'est-à-dire la méchanceté, de l'injustice, de l'inéquité. C'est ça que j'ai dit dans l'article.
Et je reprochais au prélat de nous avoir interdit de publier les tendances. Ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Or, nous, on ne vit pas au crochet de l'État. Ce que j'écrivais, c'était un ras-le-bol général. Il pleut des plaintes au Conseil national de la communication. C'est ce qui justifie l'abondante activité répressive observée ces derniers mois. Une répression qui n'est pas du goût de certains patrons de presse. Les organismes comme le CNC, ce sont des organismes que je trouve parfaitement illégitimes. Et moi, j'ai tellement souffert dans la presse que je n'entends pas venir me faire fouetter par ce type d'organisme. Le Conseil national de la communication refuse de porter la casquette de père fouettard ou d'ennemi de la presse camerounaise. Le Conseil n'est pas un père fouettard qu'on s'obstine à le montrer une certaine presse ou quelques lobbies dans la presse. Le Conseil n'a pas reçu mandat de réprimer la presse ni sa liberté, comme s'évertue encore une fois à le présenter une certaine presse. Le Conseil n'a pas comme adversaire ou ennemi la presse. Les directeurs de publication sont convoqués, alors que l'épée du MINAT serait déjà suspendue au-dessus de leur tête. Je viens ici pour m'expliquer, mais j'apprends que le MINAT a déjà demandé au gouverneur, au préfet, au sous-préfet d'appliquer les décisions du CNC. Ça veut dire que les décisions sont déjà prises. On peut m'entendre pourquoi alors s'il y a déjà la décision prise. Voilà, je vais économiser en transport. En dehors de Ouest Littoral, l'œil du Sahel serait également visé. Un journal dont le directeur de publication, également convoqué, n'a pas été aperçu au siège du CNC jusqu'à notre départ. Et de ces décisions du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, parlons-en. Le ministre de l'administration territoriale qui écrit aux responsables de l'administration territoriale, notamment les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, d'exécuter toutes les décisions prises par le Conseil national de la communication. Une décision que contestent avec énergie les membres du syndicat national des journalistes du Cameroun, rencontrés par Etienne Pascal Azegueux. Les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont désormais garants de l'application de toutes les décisions prises par le Conseil national de la communication. En fait, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans une correspondance datée du 30 octobre 2013, donne instruction à ses administrateurs civils d'apporter main forte au Conseil national de la communication dans l'application de ces décisions. Une démarche du MINAT que l'on condamne avec la dernière énergie au syndicat national des journalistes du Cameroun, où l'on diffère machine arrière dans la liberté de la presse au Cameroun. Nous y voyons une volonté manifeste de retourner aux vieilles méthodes, aux vieux démons qui combattent la liberté de la presse au Cameroun. Nous appelons non seulement la communauté nationale, mais également la communauté internationale à prendre acte de ces faits concrets qui sont ici une expression de la volonté des pouvoirs publics de museler totalement la presse. René Emmanuel Sadi, dans cette correspondance, soutient que le CNC, en tant qu'organe de régulation en matière de communication sociale, habilité dans l'exercice de ses attributions à infliger des sanctions à l'endroit des opérateurs publics et privés. Les décisions prises dans ce cadre sont des actes administratifs et par conséquent exécutoires. Nous disons que le CNC est un tribunal administratif qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Et les journalistes, si on s'en tient à la charte de Munich, qui est celle la plus suivie dans le monde entier, ne doivent accepter pour seul tribunal que le tribunal des pairs, c'est-à-dire un tribunal qui est mis en place par la corporation des journalistes elle-même. La décision du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, comme on peut le constater, n'est pas du tout la bienvenue dans la corporation. Mais loin d'être un père fouettard, le Conseil national de la communication estime plutôt avoir une mission pédagogique au-delà des plaintes abondantes à traiter au sein de ce conseil, des organes et des journalistes qui ont été suspendus. C'est le bilan dressé par Monseigneur Joseph Beffuat Teba, le président du Conseil national de la communication qui présidait la dernière session de l'année 2013, a mis en garde les membres du conseil qui violent le secret des délibérations du dit conseil. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Cette dernière session a logiquement revêtu la forme d'une session bilan au terme de la première année de mandature du Conseil national de la communication. Une année marquée surtout par la prise d'un certain nombre de mesures répressives et dont certains journalistes et organes de presse
en ont fait les frais. Il convient de mentionner les décisions prises par le Conseil pour sanctionner les nombreuses dérives constatées dans les médias au Cameroun. En effet, il pleut des plaintes au Conseil. Je le souligne avec un point d'exclamation. L'activité judiciaire, entre guillemets, a été cette année la plus marquante dans la vie de notre Conseil. Mais au-delà des actions à caractère répressif, le Conseil national de la communication a également beaucoup œuvré sur le terrain de la pédagogie, confirmant ainsi son implantation dans le champ de la communication sociale au Cameroun. Cette session bilan a également donné l'occasion au président du CNC de tirer les oreilles de ceux des membres qui sont passés maîtres dans l'art d'ébruiter les délibérations du Conseil. Il semble que certains se targuent de tenir le Conseil en laisse. Une telle opinion n'est qu'un leurre. Seuls les textes nous tiennent tous en laisse. Les délibérations du Conseil sont strictement confidentielles. Elles ne doivent pas faire l'objet de publication. Sortis de la session, nous devons tous garder le secret. Or, à tant d'occasions, la divulgation de ce secret a été régulièrement constatée et rompue, au point que le public en a fait des gorges chaudes. Soyons mûrs et responsables. Réorganisé par le décret du 23 janvier 2012, le Conseil national de la communication détient un pouvoir disciplinaire vis-à-vis des organes et des professionnels du secteur de la communication sociale. Ces mesures disciplinaires concernent l'avertissement, la suspension temporaire d'activité et l'interdiction définitive d'activité. Un champ disciplinaire qui a beaucoup prospéré ces derniers mois. Et du sport, football à présent, dernière ligne droite pour 10 sélections nationales africaines qui abordent cette semaine cette dernière ligne droite menant au Mondial Brésil 2014. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Burkina Faso ont déjà fait la moitié du chemin en remportant le match à l'aller. Tout reste à faire pour le Cameroun qui rencontre la Tunisie dimanche prochain dans 48 heures exactement au stade Fandena du côté de Yaoundé. Jean-Paul Chouniat. Même si les Lions indomptables sont plus que jamais déterminés à participer à la phase finale de la Coupe du Monde 2014, Samuel Eto'o et ses coéquipiers n'ont pas encore fait la moitié du chemin pour avoir concédé un nul vierge au match aller à Rades le 13 octobre dernier. Malgré l'handicap du but non marqué à l'extérieur, Volk, Fink et ses poulains sont condamnés à la victoire sans autre forme de négociation, sachant que le moindre nul d'au moins 5 buts partout qualifierait les Aigles de Tunisie. Le Cameroun n'a donc pas le même avantage que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Burkina Faso, victorieux de leur match à l'aller. À ce tournant décisif, les Black Stars du Ghana sont quasi assurés d'être du carnaval brésilien du football mondial pour avoir explosé 6 buts à 1 les pharaons d'Égypte. Le retour au quai est presque sans risque pour les quadruples champions d'Afrique. Dans cette course à Brésil 2014, les éléphants de Côte d'Ivoire sont à 2 doigts de franchir la ligne d'arrivée pour avoir battu 3 buts à 1 les Lions de la Teranga du Sénégal. Didier Drogba et ses coéquipiers ont juste à confirmer leur suprématie au Maroc, sans toutefois redouter la loi du domicile sénégalais. Le stade Sédar Senghor de Dakar ayant été suspendu depuis les incidents malheureux des éliminatoires de la CAN 2013 entre les deux pays. À Calabar, les Super Eagles du Nigeria vont devoir se méfier des Wali Antilopes d'Éthiopie, qui leur avaient posé tous les problèmes du monde, malgré la victoire de 2 buts à 1 à Addis Abeba. Après 31 ans d'hibernation, les Éthiopiens sont déterminés à plumer les aigles nigérians chez eux et participer à leur première Coupe du Monde. L'un des matchs les plus attendus, c'est le duel entre les vice-champions d'Afrique burkinabé et les Fennecs d'Algérie. Le match retour à Blida est classé à haut risque pour les étalons du Faso, qui avaient concédé 2 buts algériens en dépit de leur victoire de 3 buts à 2 à Ouagadougou. Le peuple burkinabé tout entier nourrit l'espoir d'une victoire, au mieux d'un match nul de leur sélection pour enfin participer à la première Coupe du Monde de leur histoire. Les Algériens, tout comme les Camerounais, ont un impératif de victoire s'ils ne veulent pas être spectateurs ou téléspectateurs de la 20e Coupe du Monde de football au Brésil l'année prochaine.
Et pour rester tout à fait complet avec cette actualité, signalons que les adversaires des Lions indomptables du Cameroun sont déjà dans nos murs, les aigles de Carthage qui sont arrivés à Yaoundé cette fin d'après-midi. De l'actualité à l'international, au Kenya, le gouvernement renforce ses mesures de sécurité à ses frontières et dans les grandes villes de ce pays. Il lance aussi des mesures contre les officiels accusés d'avoir fourni des documents illégaux aux immigrés. Le reportage de nos confrères de CCTV. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière en 15 ans sur le sol kényan. Au moins 67 personnes sont mortes sous les tirs des hommes d'Al-Shabaab dans le centre commercial Westgate de Nairobi. 8 semaines après, l'enquête continue, mais il est déjà clair que l'arcisme a joué un rôle. 4 suspects accusés d'avoir été les terroristes sont aussi accusés de falsification de cartes d'identité. Aujourd'hui, le gouvernement promet de passer un coup de balai parmi ses propres représentants officiels. Nous avons découvert que des immigrés illégaux, parmi lesquels certains sont des criminels, ont acquis la nationalité kenyane en toute illégalité. C'est un problème auquel nous devons mettre un terme. Le ménage dans les différents bureaux du gouvernement concernant la publication de ces documents importants a commencé et il n'est pas prêt de s'arrêter. Cela continuera jusqu'à ce que la dernière pomme pourrie soit retirée pour avoir une procédure propre et sécuritaire. Pour l'instant, 14 représentants officiels de l'immigration ont été licenciés et 104 documents de citoyenneté illégaux sont en cours d'annulation. Les autres plans du gouvernement consistent à installer des caméras de surveillance sur tous les postes frontaliers ainsi que dans les grandes villes. Would you say that corruption also played a part in the attack that happened at Westgate? Je voudrais mettre de côté le cas Westgate. Comme nous le savons tous, l'enquête est encore en cours. Aussi, une fois que l'affaire Westgate sera close, je reviendrai vers vous. La sécurité a été renforcée à Westgate, mais beaucoup sont encore nerveux et continuent d'éviter les centres commerciaux. Eh bien, madame, c'est ici que nous allons refermer cette édition du journal sur Equinos Télévision. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Merci surtout de rester en compagnie des programmes de cette chaîne. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.